Bonjour. Et l'autre, les deux sont en train de faire. Donc Charlotte, les deux sont en... Mais c'est la seule de la recherche parce qu'il est César. Ah ben voilà. Ah là-bas. Tout ça, c'est toi. S'il vous plaît. Alors, bienvenue au Toit du Monde, donc pour cette sortie du livre de récits de vie d'Alexander MacDonald. Vous êtes les bienvenus tous, et puis donc nous allons avoir Anne Vergati, qui a donc été la promotrice de ce livre, qui va nous en dire quelques mots, et puis après Charles Rambeck, qui l'a préfacé, qui va nous raconter tout ça. Nous avons décidé de ne pas dépasser les 20 minutes par intervenant, pour ne pas vous gâcher la soirée quand même. Non, on va faire court. On va faire court, d'accord. 20 minutes, c'est Alors, Oui. oui, c'est beaucoup. Bon, c'était une perfidie de ma part. je commence par de mes perfidies remercier habituelles. tous mes collègues qui ont travaillé pour la publication de ce livre. Et surtout la Société d'ethnologie. Et à l'époque, il y a 2 ans, voilà, c'était Michel Adam qui était président, qui a eu un grand intérêt pour le manuscrit, un manuscrit qui était inachevé et qui posait des tas de problèmes pour une publication. Donc Michel Adam a consacré beaucoup de temps. Il est vrai qu'il a réécrit certains passages. Bon, donc, tout peut-être n'est pas comme c'était au départ, mais peut-être que c'est mieux comme ça. C'est plus clair. Et puis, il a ajouté des notes de page qui sont très importantes pour comprendre le texte. Bon, il y a eu quelques illustrations qu'on a ajoutées dans le livre, ce qui était plus parlant. Bon, le livre montre aussi la diversité du travail d'ethnologue de MacDonald, qui ne s'est pas limité pour un seul groupe ethnique. Bon, il a eu peut-être un très grand intérêt pour le monde tibétain. Il a commencé à Kalimpong à apprendre le tibétain, et puis il a continué au Népal, à travailler avec des Sherpas. Bon, il avait appris d'abord, précision importante, le népali pendant son séjour dans la période armée, quand il a appris le népali ou le gorkhali, avec des Gorkhas qui étaient dans l'armée britannique. Donc, je tiens à souligner la diversité de son travail d'ethnologue, qui ne s'est pas limité à une seule ethnie, mais je crois que son intérêt principal reste pour le monde tibétain, et surtout pour le pays Sherpa. Bon, il a fait un premier séjour à Kalimpong, qui était au Sikkim, qui a marqué beaucoup son travail intellectuel. Ensuite, peut-être le moment important, c'était au Népal, où il a organisé et fondé un département d'anthropologie et de sociologie à l'université de Katmandou, qui a duré et qui a ouvert d'autres perspectives de recherche aux Népalais, je dirais. Bon, il a eu une fin de vie extrêmement difficile. Non, joyeuse. Les deux. C'est pas Parce qu'on était incompatible. là, c'était très joyeux. Voilà, c'est ça. Donc, comme il ne voyait pas bien, il n'a pas pu revoir le manuscrit, ni faire des corrections, ni compléter
les parties qui manquaient, par exemple. Mais si je puis me permettre, pour rebondir, c'est pas plus mal parce que ça faisait longtemps que Jean Mallory avait demandé cette biographie et qu'il la finissait pas. Il me disait toujours que s'il la finissait, il mettrait un pied dans la tombe. Donc il voulait pas la terminer. Donc il a fallu qu'il disparaisse et qu'on puisse la terminer pour lui. Donc merci à la Société d'ethnologie, à Charles, à Anne, Michel, toi. Voilà. Et merci à François de nous recevoir ce soir. Oui, certainement. Et merci à tous les autres collègues qui ont contribué à la publication de ce livre. Et à Charles aussi, qui a fait l'introduction, qui va vous dire quelques mots. Bon. Avec plaisir. Oui. Voilà. Anne, tu veux dire quelque chose maintenant ou après? Ok. Alors, pour la Société d'ethnologie, qui est très fière de publier ce livre. Voilà, ok, tu peux dire tout cela après moi, parce que j'ai sans doute oublié de mentionner la Société d'ethnologie. Non, mais merci beaucoup de m'avoir invité à dire quelques mots. Ça va être très rapide. Mais ça a été vraiment un honneur pour moi de pouvoir écrire la préface de ce livre, parce que MacDo était quelqu'un de très important pour moi. On en parlait justement. C'est un des premiers grands savants que j'avais rencontré quand je suis allé à Katmandou en 80, et je l'ai rencontré en 81 chez Mark Opitz, et il a toujours été très encourageant, très gentil. Et il a même été, je dis dans mon jury de thèse, mais en Angleterre c'est très facile, il n'y a que 2 personnes, et il en était une des 2 personnes. Donc il m'a vraiment beaucoup encouragé. Et je peux dire aussi que je lui dois peut-être ma carrière, parce qu'il m'a donné un texte tibétain. Il a dit, voilà, tu fais tout ce que tu veux avec cela. Je l'ai publié. 10 ans plus tard, je n'avais pas de boulot, je ne savais pas quoi faire, mais quelqu'un en Allemagne a lu l'article que j'avais fait autour de ce texte, et grâce à cela, j'ai eu un boulot en Allemagne, et ensuite ça a lancé ma carrière de chercheur. Donc je dois tout cela à MacDo, je suis vraiment reconnaissant. Et ensuite, il m'a aussi donné mon premier boulot d'enseignant comme maître de conférence en Nanterre. C'était un petit contrat, mais c'était un début. Et je le lui dois. Le livre, je vous le conseille. C'est un livre super. Et c'est publié par une société très savante, mais ne sois pas repulsé par cette idée. Ça reste quand même tout à fait accessible. C'est la Société d'ethnologie, mais ce n'est pas un livre d'ethnologie. C'est un livre qui raconte la formation, le développement de ce personnage assez remarquable. Je vais vous lire quelques extraits du livre, si je peux faire fonctionner mon téléphone. Voilà, ça commence avec ces mots. On ne naît pas ethnologue, on le devient. Il n'y a pas un début à tout. Parfois, le début est totalement étranger au but atteint. Et voilà. Il raconte dans le livre le chemin par lequel il est arrivé à devenir un ethnologue. Très souvent, c'est une série d'accidents. Il raconte comment il était à la maison. Son père avait une grande collection de livres sur l'alpinisme, y compris les expéditions dans l'Himalaya. Et il dit combien il était frustré en lisant ces récits passionnants des équipes de Britanniques, de Français et ainsi de suite, qui traversaient les collines du Népal, mais sans rien dire à propos de la population, les populations qu'il rencontrait. Donc il voulait en savoir plus. Il a terminé son bac à l'âge de 17 ans et il a rejoint tout de suite l'armée britannique. Il est allé en Inde, comme Anna a dit. Il était dans le 10th Gurkha Rifles et c'est là où il a appris comme officier. Il a appris le ourdou et ensuite le népalais. Et il est allé en Gurkhali. Oui. Il est allé au Ladakh. Et c'est là où il a rencontré les Tibétains pour la première fois. Je cite: ils m'ont fortement impressionné sur le coup. Cependant, je ne prévoyais pas du tout l'importance qu'ils allaient avoir plus tard dans ma vie. Donc c'était assez intéressant. Ensuite, c'est la Birmanie et l'horreur. Et là, il a été bombardé. Il raconte ça avec une
Oui, voilà, écriture exactement. un peu clinique aussi. Une English, mais il était écossais, pas English, excuse-moi. Ah oui, il ne faudrait pas confondre. Non, il ne faut absolument pas confondre. Oui, absolument, je suis d'accord. Mais c'était le même retenu, quoi, pas du tout émotionnel. Mais voilà, ça c'est un bon exemple qui est assez évocatif ces jours-là, je pense. J'ai appris par expérience qu'être bombardé par les artilleurs compétents est infiniment plus désagréable que d'être bombardé par les avions. Les avions passent, repassent, mais finissent par s'en aller. L'artillerie bat la mesure d'une musique funèbre, réglée au métronome et qui paraît sans fin. Donc il a vécu tout ça, il avait 18-19 ans. Il avait 55 personnes sous son commandement et ils se sont très bien acquittés, débrouillés dans le jungle. Mais c'était des circonstances incroyablement dures. Et McDo a dû faire un séjour à l'hôpital, souffrant d'une blessure par balle et très affaibli par des ulcères, une dysenterie, le paludisme et une anémie générale. Il y avait seulement, sur les 55 personnes, seuls 9 soldats du groupe se tenaient encore debout, après, aptes au combat. Donc, oui, il y a plusieurs chemins pour devenir ethnologue, mais ça, je dirais, c'est un peu exceptionnel. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Quand il m'a donné le manuscrit de cette biographie en 2002, je pense, donc il y a exactement 20 ans, il a dit, voilà, c'est inachevé, et j'attendais la suite, donc il n'y avait pas de suite. Mais plus tard, je me suis rendu compte que peut-être c'était ça, c'est tout ce qu'il voulait raconter de sa vie. Le reste est connu. Ensuite, il est allé à Oxford, il a terminé ses études, il est venu en France et il est devenu un personnage vraiment international dans le milieu de la tibétologie et l'anthropologie du Tibet, dont il était une sorte de fondateur. Mais après avoir lu cela, je me suis dit, tiens, il a écrit, il commence en le disant qu'il a commencé à écrire cela en 2000. Donc c'était la fin d'un siècle. Je pense qu'il a écrit cela pour clore quelque chose qui a dû le travailler pendant toute sa vie. Et après avoir écrit cela, peut-être qu'il n'avait plus besoin d'écrire. Mais c'est un travail, une œuvre vraiment remarquable. Dommage que Michel Adam, qui a fait tellement de travail sur ce livre, ne soit pas là aujourd'hui. Mais on a son représentant. Voilà, la présidente. Oui, la présidente. En tout cas, mes félicitations, parce que c'est des éditions superbes, hein, la maison d'ethnologie. Et oui, et je vous félicite pour cela qui est tout à fait à l'honneur de notre ami McDo. Merci beaucoup. Merci. Merci encore à François Tani de nous recevoir. Ah oui, bien sûr, oui. Bien entendu. Et buvons à la mémoire du grand homme. Oui, voilà. Il faut aller quand même à Vénus pour voir le temple. Absolument. Non, je veux bien. Oui. Oui, C'est tout près. C'est à 20 minutes de chez nous. Oui.